La pluie tombait doucement sur les vitrines poussiéreuses de la petite rue commerçante. À cette heure de l'après-midi, le quartier semblait suspendu entre deux respirations. Les passants marchaient vite, les épaules relevées, les yeux fixés sur leurs écrans fissurés ou leurs pensées silencieuses. Au coin de la rue, coincé entre une boulangerie vieillissante et un pressing presque vide, se trouvait une petite boutique à l'enseigne discrète. Réparations Express Téléphones. Données. Derrière le comptoir, Adam travaillait avec une précision presque chirurgicale. À 28 ans, il avait déjà les gestes sûrs de quelqu'un qui avait passé sa vie à réparer ce que les autres avaient cassé. Écran brisé, batterie morte, carte mère grillée, il redonnait vie aux appareils comme d'autres redonnent espoir. Mais si ses mains savaient reconstruire, sa propre vie, elle, semblait toujours au bord de la fissure. Le loyer était en retard de 2 mois. Les factures s'accumulaient dans un tiroir qu'il évitait d'ouvrir. Sa mère, malade, dépendait en partie de son aide financière. Chaque journée passée dans cette boutique était une course silencieuse contre le temps. Pourtant, Adam ne se plaignait jamais. Il aimait son métier. Il aimait comprendre les circuits invisibles, résoudre des problèmes que personne d'autre ne voyait. Il croyait encore que le travail honnête finissait toujours par payer. La clochette au-dessus de la porte tinta. Il leva les yeux. Une femme venait d'entrer. Elle ne ressemblait pas au client habituel, ni pressée, ni agitée. Elle portait un manteau long, d'une coupe élégante mais sobre. Ses talons résonnaient doucement sur le carrelage. Son regard parcourait la boutique avec une attention presque calculée. Elle n'était pas seulement belle, elle dégageait quelque chose de plus rare, une assurance tranquille. Elle s'approcha du comptoir et posa délicatement un téléphone devant lui. L'écran était totalement brisé, la coque tordue. On aurait dit qu'il avait été écrasé sous une roue. « Vous pouvez récupérer les données ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Adam prit l'appareil, l'examina rapidement. « Ça dépend des dégâts internes. Mais je peux essayer. » Elle hocha la tête. « Les données sont plus importantes que le téléphone. » Il sentit dans son ton une nuance qu'il ne sut pas immédiatement définir. Ce n'était pas de la panique, ce n'était pas non plus de l'angoisse, c'était stratégique. Comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il démonta l'appareil sous ses yeux. Les circuits internes avaient souffert, mais la mémoire semblait intacte. Il connecta le tout à son système de récupération. Le silence s'installa entre eux. Elle ne consultait pas sa montre, ne pianotait pas sur un autre appareil. Elle l'observait travailler, pas avec curiosité, mais avec intérêt. « Vous faites ça depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Assez longtemps pour savoir quand un téléphone peut être sauvé et quand il faut accepter qu'il est perdu. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Et les gens ?» Il leva brièvement les yeux. « Les gens ? Vous savez quand ils peuvent être sauvés aussi ?» La question le surprit. Il haussa les épaules. « Les gens sont plus compliqués que les circuits. » Elle sembla apprécier la réponse. Les données commencèrent à apparaître sur l'écran de son ordinateur. Photos, messages, documents, tout était intact. « Vous avez eu de la chance, dit-il. La mémoire est intacte. Ce n'est jamais une question de chance, répondit-elle doucement. Il fronça légèrement les sourcils. Qui était-elle? Il ne posa pas la question. Les clients riches, il en voyait parfois. Mais quelque chose en elle dépassait la simple aisance financière. Elle ne donnait pas l'impression d'avoir besoin du monde. C'était plutôt le monde qui semblait devoir s'adapter à elle. Quand il eut terminé la récupération, il transféra les données sur une clé sécurisée. Tout est là. Rien n'a été perdu. Elle prit la clé USB, la regarda quelques secondes. Puis elle posa sur le comptoir une somme d'argent bien supérieure aux prix annoncés. Adam repoussa une partie des billets vers elle. « C'est trop. » Elle le fixa. « Vous êtes sûr ? Je prends ce qui est juste. » Pas plus. Un silence s'étira. Elle rangea l'argent sans insister. C'est à cet instant précis que quelque chose changea dans son regard, comme si elle venait de confirmer une hypothèse. « Merci, Adam. » Il se figea. « Je ne me souviens pas vous avoir donné mon nom. » Elle désigna discrètement la plaque accrochée à sa chemise. Il se sentit légèrement stupide. Elle tourna les talons et quitta la boutique. La clochette tinta une seconde fois. Adam resta immobile quelques instants. Il ne savait pas pourquoi cette rencontre le troublait autant. Peut être parce qu'elle n'avait posé aucune question inutile. Peut être parce qu'elle semblait avoir analysé chaque détail de la boutique. Ou peut être parce qu'il avait senti qu'il venait de passer un test invisible. 1 heure plus tard, alors qu'il rangeait son poste de travail, son voisin du pressing entra précipitamment. « Adam, tu sais qui était la femme qui est sortie d'ici ? Une cliente. » « Pourquoi ?» Le voisin éclata d'un rire nerveux. « Une cliente ? Tu plaisantes ?
Adam fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était elle. Elle qui? La propriétaire. Propriétaire de quoi? Le voisin baissa la voix. De presque tout. Les immeubles de cette rue. Le centre commercial au nord. Les nouvelles tours en construction. C'est elle qui contrôle les loyers du quartier. Le cœur d'Adam manqua un battement. Tu te trompes. Non. Je l'ai vue plusieurs fois aux réunions municipales. Elle possède la moitié de la ville. Adam sentit un froid lui parcourir l'échine. La femme au téléphone brisé. La cliente Kaomi. La femme qui avait proposé plus d'argent qu'il n'en demandait. Elle possédait la ville. Il regarda autour de lui. Les murs fissurés, les étagères usées, la peinture qui s'écaillait. Cette boutique, était-elle à elle aussi? Un doute, brutal, s'installa dans son esprit. Et si cette visite n'avait rien d'un hasard? Et si ce téléphone brisé n'était pas un accident? Il se souvint de son regard attentif, de ses questions sur les gens. Ce n'était pas une simple réparation, c'était une observation. Un test. La pluie redoubla dehors. Adam s'approcha de la vitrine et observa la rue. Les immeubles semblaient soudain différents, plus imposants, plus menaçants. Elle possédait peu, être la ville. Mais pourquoi était-elle venue ici? Pourquoi lui? Il sentit, au fond de lui, que cette journée marquait le début de quelque chose qui dépasserait largement un écran fissuré, et pour la première fois depuis longtemps, son instinct lui souffla une vérité étrange. Il venait peu, être de réparer bien plus qu'un téléphone. La nuit fut courte, Adam dormit peu, et lorsqu'il fermait les yeux, il revoyait son regard, ce calme maîtrisé, cette façon d'observer sans jamais paraître intrusive. Elle possédait la ville. La phrase tournait en boucle dans son esprit. Au petit matin, il arriva à la boutique plus tôt que d'habitude. Il ouvrit le rideau métallique dans un bruit sec, comme pour se prouver que tout était encore normal, que rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Il le sentait. Il alluma son ordinateur, et poussé par une curiosité qu'il tentait de dissimuler derrière une logique rationnelle, il ouvrit son navigateur. Il tapa son nom. Quelques secondes plus tard, les résultats s'affichèrent. Photos officielles, articles économiques, interviews dans des magazines d'affaires. Élise Vernier, fondatrice du groupe immobilier Vernier Capital, propriétaire de la majorité des immeubles commerciaux du centre-ville, investisseuse dans les infrastructures locales, donatrice majeure lors des dernières campagnes municipales. Il s'adossa à sa chaise. Ce n'était pas seulement une femme riche, c'était une institution. Sur une photo, elle apparaissait devant un projet de gratte-ciel en construction. Sur une autre, elle serrait la main du maire lors d'une inauguration. Toujours ce même regard posé, maîtrisé. Il repensa au téléphone brisé. Pourquoi une femme de son envergure viendrait-elle dans sa petite boutique de quartier? Elle aurait pu envoyer un assistant ou faire appel à un service privé. Il descendit plus bas dans les articles. Connu pour tester personnellement certains prestataires, il s'arrêta. Test. Le mot résonna comme un écho de la veille. Vers 10 heures, la clochette tinta à nouveau. Son cœur accéléra sans qu'il sache pourquoi. C'était elle, même manteau élégant, même présence silencieuse. Comme si la veille n'avait été qu'une introduction. Bonjour Adam. Elle prononça son prénom avec une familiarité naturelle, presque déroutante. Bonjour Madame Vernier. Un léger sourire passa sur son visage. Je vois que vous avez fait vos recherches. Il n'y a pas. C'était difficile de ne pas le faire. Elle s'approcha du comptoir sans poser d'objet cette fois. Et alors? Demanda-t-elle calmement. Alors je me demande pourquoi quelqu'un comme vous viendrait ici. Elle observa les étagères, les outils, les murs fatigués. J'aime voir comment les choses fonctionnent. À la source. Vous possédez déjà la plupart des sources de cette rue. Il ne savait pas d'où lui venait ce courage soudain. Peut être de la fatigue, peut être d'une forme d'agacement. Elle le regarda plus attentivement. Vous pensez que posséder signifie comprendre? Il ne répondit pas. Elle poursuivit. Les chiffres sur un tableau ne disent rien sur l'intégrité d'un homme. Le silence s'installa. Adam croisa les bras. Vous m'avez testé, elle ne n'y a pas. Oui, pas d'excuse, pas de détour. Pourquoi? Elle inspira doucement. Parce que je cherche quelqu'un. Il arqua un sourcil. Un réparateur? Non. Quelqu'un qui sait dire non à l'argent quand il dépasse ce qui est juste. La phrase le frappa plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il y a des centaines de gens comme ça. Elle secoua légèrement la tête. Non. Il y en a très peu. Elle fit quelques pas dans la boutique, comme si elle évaluait l'espace. Savez-vous à qui appartient cet immeuble? Il se raidit. À vous? Oui. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Je n'ai jamais augmenté votre loyer. Il la fixe. Vous auriez pu.
Oui, encore ce ton calme, mais je préfère observer avant d'agir. Adam sentit une légère colère monter en lui. Je ne suis pas un projet immobilier. Elle soutint son regard sans ciller. Non, vous êtes une variable intéressante. Il détestait cette manière qu'elle avait de transformer les gens en équations. Je ne suis pas à vendre. Un silence. Puis, pour la première fois, son expression changea légèrement. Pas vexée, pas surprise, impressionnée. Je le sais. Elle sortit alors un dossier fin de son sac. Elle le posa devant lui. J'ai un projet. Il ne toucha pas au dossier. Quel genre de projet? Un projet technologique. Sécurisation de données sensibles. Réhabilitation numérique de certaines de mes infrastructures. Il resta méfiant. Vous avez des équipes pour ça? Oui. Alors pourquoi moi? Elle se pencha légèrement vers lui. Parce que je ne cherche pas seulement des compétences techniques. Je cherche une colonne vertébrale. Il sentit son cœur battre plus vite. Et si je refuse? Elle haussa les épaules. Alors vous continuerez à réparer des écrans fissurés. Et je continuerai à posséder cette ville. Il la fixa. Cette phrase n'était ni arrogante, ni menaçante. C'était un constat. Elle recula d'un pas. Je ne vous demande pas de décider maintenant. Elle glissa une carte sur le comptoir. Une simple carte blanche. Nom, numéro direct. Réfléchissez. Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta juste avant la porte. Vous savez ce que j'ai vu hier? Il ne répondit pas. Un homme qui travaille comme si personne ne le regardait. Elle tourna légèrement la tête. C'est rare. La clochette tinta de nouveau. Elle disparut dans la lumière grise du matin. Adam restait immobile. Il regarda le dossier, puis la carte, puis la rue à travers la vitrine. La ville semblait différente aujourd'hui. Plus dense, plus lourde. Il comprit soudain une chose. Elle ne lui avait pas seulement proposé un emploi. Elle lui avait ouvert une porte vers un monde qu'il n'avait jamais envisagé. Un monde de décisions stratégiques, de pouvoirs silencieux, de jeux invisibles. Et s'il acceptait, il ne pourrait plus prétendre ignorer ce qui se jouait derrière les façades propres des immeubles qu'elle possédait. Mais s'il refusait, il resterait en sécurité. Petit, invisible, il posa enfin la main sur le dossier. Il l'ouvrit. Des plans, des schémas, des notes manuscrites. Ce n'était pas un simple projet informatique. C'était la reconstruction d'un système interne entier. Quelque chose de stratégique, quelque chose de risqué. Et en bas d'une page, une phrase écrite à la main. Je dois savoir à qui je peux faire confiance. Il sentit un frisson parcourir son dos. Il n'était plus question d'un téléphone brisé. Il était question de loyauté. Et dans une ville qu'elle possédait presque entièrement, la confiance valait plus que l'argent. Adam ne répondit pas immédiatement. Pendant 3 jours, il continua à travailler comme si rien n'avait changé. Il remplaçait des écrans, ressoudait des composants, nettoyait des cartes mères oxydées. Les gestes étaient mécaniques, précis, rassurants. Mais son esprit, lui, ne quittait pas le dossier posé dans le tiroir verrouillé sous le comptoir. Chaque soir, après avoir baissé le rideau métallique, il le relisait. Ce n'était pas un simple projet de sécurisation informatique. C'était une refonte complète du système numérique interne de Vernier Capital. Accès aux contrats, surveillance des transactions, protection contre les intrusions, analyse des flux financiers. Ce projet donnait accès au cœur même de l'Empire. Et celui qui le mettrait en place verrait tout. Les forces, les failles, les secrets. Il comprit alors pourquoi elle parlait de confiance. Le 4e jour, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Adam. Sa voix était calme, comme toujours. Vous avez réfléchi? Il inspira profondément. Oui, un silence. Hirt, je veux des conditions claires. Un léger souffle, presque un sourire invisible. Je vous écoute, je garde mon indépendance. Je ne deviens pas un employé silencieux. Si je vois quelque chose d'illégal, je me retire. Pause. C'est raisonnable. Et je veux comprendre pourquoi vous avez réellement besoin de moi. Cette fois, le silence fut plus long. Parce que quelqu'un à l'intérieur tente de me trahir. Le mot resta suspendo. Trahir. Vous avez des directeurs, des cadres, des experts. Justement, il sentit la gravité derrière sa voix. Quelqu'un manipule les chiffres. Lentement, discrètement, pas assez pour déclencher une alerte, mais suffisamment pour affaiblir certaines positions stratégiques. Adam s'assit. Et vous pensez que je vais découvrir ça? Je pense que vous ne cherchez pas à protéger un poste. Il comprit. Un employé protège son salaire. Un homme indépendant protège sa conscience. D'accord, dit-il finalement. Bien. Où et quand? Ce soir. Elle lui donna une adresse. Pas son gratte-ciel.
Un ancien bâtiment industriel rénové en centre technologique privé. À 20 heures précises, Adam franchit les portes vitrées. L'intérieur était minimaliste, silencieux, presque clinique. Écran muraux, poste sécurisé, surveillance discrète. Elle l'attendait au centre de la pièce. Sans manteau cette fois. Tailleur sombre, posture droite. Bienvenue. Il observa l'espace. Vous ne faites jamais les choses à moitié. Le pouvoir n'aime pas l'amateurisme. Elle lui montra un poste isolé. Vous travaillerez ici. Accès restreint, mais suffisant. Il s'installa. Les premières heures furent techniques. Analyse des logs, vérification des flux, comparaison des accès administrateurs, et rapidement, il vit quelque chose. Des microtransferts. Pas vers des comptes personnels, vers des sociétés satellites, légalement invisibles. Vous voyez ? Demanda-t-elle derrière lui. Oui. Il agrandit un graphique. Ce n'est pas un vol frontal, c'est une érosion stratégique. Elle hocha la tête. Exactement. Quelqu'un affaiblit volontairement certaines filiales, pour forcer une vente. Il comprit alors. Une tentative de rachat hostile. Si certaines branches semblaient fragiles, les investisseurs paniqueraient. Les actions chuteraient. Un concurrent rachèterait discrètement. Qui a accès à ces transactions? Elle lui donna une liste restreinte. 5 noms, des cadres supérieurs, des associés de longue date. Vous leur faites confiance? Elle répondit sans hésiter. Je fais confiance aux faits. Il continua à analyser. Plus il creusait, plus le schéma devenait clair. Mais ce qui le troubla le plus n'était pas la manipulation. C'était la précision. Celui ou celle qui faisait cela connaissait parfaitement la structure interne et connaissait aussi ses angles morts. Vers minuit, elle posa une tasse de café à côté de lui. Vous pouvez encore partir. Il la regarda. Pourquoi me le rappeler? Parce qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus un simple observateur. Il savait ce que cela signifiait. S'il continuait, il devenait une menace pour quelqu'un de puissant. Il pensa à sa boutique, à sa mère, à son loyer fragile. Il pouvait encore revenir en arrière, fermer ce dossier, prétendre qu'il n'avait rien vu. Mais il repensa à la phrase écrite à la main. Je dois savoir à qui je peux faire confiance. Il se redressa, continuait à me donner accès. Elle ne sourit pas, mais son regard s'adoucit imperceptiblement. Les jours suivants furent intenses. Adam travaillait le matin à la boutique, le soir au centre technologique. La fatigue s'installait, mais l'adrénaline compensait. Un soir, en sortant du bâtiment, il remarqua une voiture noire stationnée de l'autre côté de la rue. Moteur allumé, vitre teintée. Elle était déjà là la veille, et l'avant-veille. Son estomac s'énoua. Le lendemain, sa boîte mail personnelle reçut un message anonyme. Certaines réparations coûtent plus cher que prévu. Aucune signature. Il sentit un frisson le parcourir. Il savait. Quelqu'un savait qu'il creusait. Il montra le message à Élise. Elle ne sembla pas surprise. Il teste votre résistance. Vous appelez ça un test? Le pouvoir n'aime pas les intrus. Je ne suis pas un intrus. Elle le regarda droit dans les yeux. C'est... Silence. Vous êtes entré dans un jeu qui ne pardonne pas l'hésitation. Il comprit qu'il n'était plus simplement question d'intégrité. C'était une guerre silencieuse. Et il venait d'en devenir un pion, ou peut être une pièce imprévisible. Le soir même, en analysant un nouveau flux, il identifia enfin un point de convergence. Un nom revenait systématiquement, un directeur financier adjoint, discret, loyal en apparence, présent depuis 15 ans. C'est lui, dit Adam doucement. Élise observa les données. Son visage resta impassible. Je m'en doutais. Vous saviez? Je soupçonnais. Il la fixa. Alors pourquoi ne pas l'avoir écarté? Elle répondit avec un calme presque froid. Parce que je devais savoir jusqu'où il irait. Adam sentit une tension nouvelle. Elle n'était pas seulement en train de défendre son empire. Elle orchestrait une mise à nu. Vous m'avez utilisé. Elle soutint son regard. Non, je vous ai choisi. La différence était subtile, mais réelle. Soudain, une alerte apparut à l'écran. Tentative d'accès non autorisée. Sur le poste d'Adam, quelqu'un essayait de pénétrer son système en temps réel. Il bloqua immédiatement l'intrusion. Mais le message était clair. Il n'était plus dans l'ombre. Ils avaient riposté. Il leva les yeux vers elle. Ça commence. Elle le acquiesça lentement. Oui. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Adam vit quelque chose qu'il n'avait encore jamais perçu dans son regard. Pas de la peur, mais une anticipation calculée. Comme si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Il comprit alors une vérité troublante. Il n'était pas seulement entré dans un jeu de pouvoir.
Il était entré dans une stratégie qui le dépassait, et la femme qui possédait la ville ne jouait jamais sans plusieurs coups d'avance. La première attaque n'avait été qu'un avertissement. Adam le comprit dès le lendemain matin. Sa boutique n'avait pas été vandalisée. Rien n'avait été volé. Mais la serrure présentait des marques subtiles, presque invisibles à l'œil inattentif. Quelqu'un avait tenté d'entrer, pas pour détruire, pour vérifier, pour mesurer. Il resta un long moment devant la porte, clé suspendue dans l'air. Le message était clair. Nous savons où tu travailles. Il entra malgré tout, alluma les lumières, respira profondément. Il ne devait pas céder à la paranoïa. Mais son instinct lui murmurait autre chose. Vers midi, un homme en costume entra. Pas un client ordinaire. Trop propre, trop direct. Vous êtes Adam? Oui. On m'a parlé de vos compétences. Le ton était poli, mais vide d'émotion. Quel est le problème avec votre téléphone? L'homme posa un appareil flambant neuf sur le comptoir. Aucun problème. Je veux simplement savoir combien vous demanderiez pour récupérer des données qui ne vous appartiennent pas. Adam sentit son estomac se contracter. Je ne fais pas ça. L'homme esquissa un sourire discret. Tout le monde a un prix. Pas moi. Silence. L'homme sortit une carte sans nom. Juste un numéro. Si vous changez d'avis. Il quitta la boutique. Adam comprit que le jeu avait changé de niveau. Ce n'était plus une menace voilée. C'était une tentative de corruption. Le soir même, il retrouva Élise au centre technologique. Elle écouta sans l'interrompre. Ils accélèrent, conclut-elle calmement. Ils savent que nous sommes proches. Elle hocha la tête. Ce que vous avez découvert hier a dû créer un mouvement interne. Il croisa les bras. Pourquoi ne pas simplement le confronter? Parce qu'il n'est pas seul. Elle projeta un graphique sur l'écran mural. Réseau de société, flux d'investissement, connexion croisée. Ce n'est pas un individu isolé. C'est un consortium. Un concurrent? Plusieurs. Adam observa la carte financière complexe. Ils tentent de vous fragiliser pour vous forcer à vendre. Oui. Elle s'approcha. Mais ils ignorent une chose. Laquelle? Son regard devint plus dur. Je les observe depuis plus longtemps qu'ils ne m'observent. Il comprit soudain. Elle n'était pas seulement en train de réagir. Elle préparait une contre-offensive. Mais pour cela, elle avait besoin d'une preuve irréfutable. Et cette preuve, c'était lui qui la construisait. 2 jours plus tard, la pression monta encore. Sa mère reçut un appel étrange. Un faux agent bancaire prétendant qu'un prêt était en défaut. Adam sentit la colère monter. Il touchait à sa famille. Il appela Élise immédiatement. Ça devient personnel. Sa voix resta stable. C'était inévitable. Vous appelez ça inévitable? Oui, parce que vous êtes désormais une variable imprévisible. Il frappa du poing sur son bureau. Je ne suis pas un pion. Elle le regarda longuement. Non, vous êtes la pièce qu'il n'avait pas anticipée. Cette phrase, au lieu de l'apaiser, le troubla davantage. Était-il réellement libre de ses choix, ou simplement intégré à une stratégie qu'il ne maîtrisait pas? Cette nuit-là, alors qu'il analysait un nouveau lot de données, il découvrit quelque chose d'explosif. Des documents internes. Des communications cryptées entre le directeur financier adjoint et une société concurrente majeure. Des promesses de pourcentage sur la revente future. Il agrandit les détails. Les dates correspondaient parfaitement aux micro-transferts. La preuve était là, solide, indiscutable. Il se leva et appela Élise dans la salle. Elle examina les documents sans montrer la moindre surprise. Parfait, parfait, c'est ce qu'il me fallait. Vous allez le dénoncer? Elle le fixa intensément. Non. Il resta figé. Non, pas encore. Elle croisa les bras. S'ils pensent que je suis sur le point de céder, ils vont révéler leurs cartes. Il comprit peu à peu. Elle voulait que l'attaque atteigne son apogée, pour frapper au moment exact. Mais cela signifiait accepter un risque immense. Le lendemain matin, les médias financiers publièrent un article. Vernier Capital, en difficulté. Des filiales, en chute libre. Adam sentit son cœur s'accélérer. Les marchés réagirent immédiatement. Les actions chutèrent. Les investisseurs commencèrent à vendre. C'est eux, dit-il. Élise observa les écrans sans panique. Oui, vous laissez faire. Pour l'instant. Son calme était presque inhumain. Vous pourriez perdre des millions. L'argent est un outil, pas une finalité. Il la regarda différemment à cet instant. Elle ne protégeait pas seulement un empire. Elle protégeait un contrôle stratégique. Le soir venu, Adam sortit du centre technologique. La voiture noire était de nouveau là. Cette fois, la portière s'ouvrit. Un homme en descendit, le même que dans sa boutique. « Vous êtes tenace, dit-il calmement. Vous êtes persistant. » L'homme s'approcha.
Vous jouez dans une ligue qui vous dépasse. Peut-être. Vous pourriez quitter tout ça. Personne ne vous en voudrait. Adam sentit le poids de la tentation. Revenir à sa petite boutique. Retrouver une vie simple. Mais il pensa à sa mère, aux tentatives d'intimidation, à l'intégrité qu'il avait défendue toute sa vie. Je n'ai rien à vendre. Le regard de l'homme se durcit. Tout le monde finit par vendre quelque chose. Pas moi. L'homme remonta dans la voiture. La portière claqua. La menace était désormais claire. Adam retourna à l'intérieur. Élise l'attendait, immobile. Ils vous ont approché. Ce n'était pas une question. Oui. J'ai refusé. Un silence. Puis, très légèrement, elle relâcha ses épaules. Bien. Il s'approcha d'elle. Jusqu'où ça va aller? Elle le regarda droit dans les yeux. Jusqu'à ce qu'il pense avoir gagné. Il comprit alors que le scandale médiatique n'était que le début. Elle allait les pousser à s'exposer entièrement, les forcer à révéler leurs alliances. Et quand ils seraient suffisamment visibles, elle frapperait. Mais pour cela, il devait tenir. Il devait tenir. Un nouveau message apparut sur l'écran central. Offre de rachat urgente, réunion exceptionnelle du conseil. Adam sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le piège se refermait, et il n'y avait plus de retour possible. Les ennemis invisibles venaient de sortir de l'ombre. Le lendemain matin, la ville semblait différente. Pas physiquement. Les immeubles étaient toujours debout, les vitrines toujours propres, les écrans publicitaires toujours lumineux. Mais quelque chose s'était fissuré. Les journaux économiques titraient en lettres épaisses. Vernier Capital vacille. Offre de rachat hostile imminente. Fin d'un empire. Adam fixait les manchettes depuis son téléphone, assis derrière le comptoir de sa boutique. Les notifications ne cessaient de vibrer. La chute en bourse était brutale. Les investisseurs vendaient. Les analystes spéculaient. Les rumeurs enflaient. La ville murmurait. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Adam sentit un doute profond s'installer. Et si elle avait mal calculé? Et si cette stratégie froide et maîtrisée s'effondrait sous le poids de l'attaque? À midi, il reçut un message d'Élise. Réunion du conseil avancé, venez. Pas de formule, pas d'explication. Il ferma la boutique plus tôt que d'habitude et se rendit au siège central de Vernier Capital, une tour de verre qu'il n'avait encore jamais visitée. L'intérieur était en effervescence contrôlée. Assistant pressé, avocat au téléphone. Écran affichant des graphiques rouges en chute libre, mais au centre de cette tempête, elle marchait lentement, droite, imperturbable, comme si le chaos était une simple variable à intégrer. Elle le conduisit dans une salle privée, avant la réunion. « Vous avez vu les nouvelles ?»« Oui. »« Vous doutez ?» Il ne répondit pas immédiatement. « Je me demande si le risque n'est pas trop grand. » Elle le fixa longuement. « C'est exactement ce qu'ils veulent. » Elle s'approcha de la baie vitrée donnant sur la ville. Quand la peur se propage, les décisions deviennent irrationnelles. Et si les investisseurs acceptent l'offre de rachat? Un léger sourire apparut sur son visage. Ils ne le feront pas. Vous en êtes sûr? Absolument. Il sentit qu'il manquait une pièce au puzzle. Qu'est-ce que je ne sais pas? Elle se tourna vers lui. J'ai laissé les filiales les plus visibles s'affaiblir. Il fronça les sourcils. Volontairement? Oui. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les plus stratégiques. Elle activa un écran tactile. Une nouvelle carte apparut. Des actifs invisibles aux yeux du public. Des sociétés partenaires, des participations croisées, des contrats à long terme signés discrètement. Pendant qu'ils attaquaient mes vitrines, j'ai consolidé mes fondations. Adam resta silencieux. Elle poursuivit. Les actifs qu'ils veulent racheter sont ceux que j'étais prête à céder depuis longtemps. Il la regarda. Stupéfait. Vous les avez attirés. Exactement. Le scandale médiatique, la chute contrôlée, l'offre hostile. Tout cela n'était qu'une scène. Vous avez sacrifié une partie pour exposer le réseau complet. Oui. Elle croisa les bras, et ils ont mordu à l'hameçon. Un silence chargé s'installa. Et moi? Demanda-t-il finalement. Elle soutint son regard. Vous étiez la variable imprévisible qui m'a permis d'identifier le cœur de la trahison. Il sentit un mélange étrange d'admiration et de malaise. Donc j'étais un outil. Non. Sa voix, pour la première fois, perdit une fraction de sa froideur. Vous étiez le seul que je pouvais tester sans qu'il soit déjà lié à moi. La nuance était subtile, mais réelle. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans la salle du conseil. Les visages étaient tendus. Le directeur financier adjoint, celui qu'Adam avait identifié, gardait une expression contrôlée. L'offre de rachat fut présentée officiellement. Chiffres impressionnants. Conditions urgentes. Arguments alarmistes. Puis Élise se lève. Calme. Avant de voter, je souhaiterais partager certains documents.
Elle projeta sur l'écran les preuves qu'Adam avait extraites. Communications internes, transferts cachés, connexions vers les sociétés concurrentes. La salle se glace. Le directeur financier blêmit. Ces documents sont sortis de leur contexte. Non, coupa-t-elle. Ils sont parfaitement contextualisés. Les administrateurs murmuraient. La tentative de rachat prenait soudain un autre visage, celui d'une manipulation interne, une stratégie d'affaiblissement orchestrée depuis l'intérieur. L'homme tenta de se défendre. Mais les preuves étaient précises, indiscutables. La réunion fut suspendue. Les avocats entrèrent. La police financière fut contactée. Adam observait la scène avec une sensation étrange. La chute apparente venait de se transformer en piège refermé. Le soir même, les médias changeaient de ton. Vernier Capital, victime d'une tentative de sabotage interne. Scandale financier déjoué. Les actions commencèrent à remonter, plus vite qu'elles n'avaient chuté. Dans son bureau privé, Élise regardait les graphiques redevenir verts. Adam entra silencieusement. « Vous saviez que ça fonctionnerait. Je savais que c'était probable. Vous n'avez jamais eu peur ?» Elle resta un moment silencieuse, puis répondit. « La peur est utile. Elle clarifie les décisions. » Il s'approcha. « Pourquoi m'avoir vraiment choisi ?» Cette fois, elle prit le temps de réfléchir. « Parce que vous n'avez pas cédé quand l'argent était facile. » Elle marqua une pause. « Et parce que vous n'avez pas fui quand la pression est devenue personnelle. » Il sentit le poids des jours précédents. La voiture noire, les menaces, sa mère. Ils auraient pu aller plus loin. « Oui. Vous auriez continué quand même ?» Elle le regarda longuement. « Oui. » La sincérité dans ses yeux le troubla plus que la stratégie elle-même. Elle n'était pas cruelle, mais elle était prête à tout pour protéger son empire. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle se leva, et lui tendit un document. Un contrat, pas un simple contrat d'employé. Une proposition d'association stratégique. Participation minoritaire dans une nouvelle division technologique. Indépendance conservée. Accès direct aux décisions numériques. « Je ne vous offre pas un poste, » dit-elle doucement. « Je vous offre une place. » Il fixa le document. Sa vie pouvait basculer. Quitter la boutique. Entrer dans ce monde. Devenir acteur, non plus simple témoin. Il releva les yeux vers elle. Elle possédait la ville. Mais à cet instant précis, elle ne cherchait pas à le posséder. Elle cherchait à l'intégrer. La chute apparente avait révélé plus qu'un réseau de traîtres. Elle avait révélé la nature réelle du pouvoir. Un pouvoir qui ne se mesure pas seulement en immeubles, mais en loyauté. Et pour la première fois depuis le début de cette tempête, Adam comprit qu'il n'était plus simplement un réparateur de téléphone. Il était devenu une pièce centrale dans un jeu qu'il commençait enfin à comprendre. La tempête s'était calmée aussi vite qu'elle était arrivée. Les journaux qui annonçaient la chute parlaient désormais de résilience. Les analystes qui prédisaient l'effondrement saluaient la stratégie. Les investisseurs, rassurés, revenaient. La ville avait retrouvé son équilibre. Mais pour Adam, rien n'était plus vraiment pareil. Le contrat posé devant lui représentait bien plus qu'une opportunité financière. Il représentait une bifurcation. D'un côté, la sécurité fragile mais familière de sa boutique. De l'autre, l'entrée officielle dans un monde de décisions invisibles et de responsabilités colossales. Il passa la nuit à réfléchir. Assis dans l'arrière-boutique, entouré de circuits imprimés et d'écrans démontés, il observa l'endroit où il avait construit sa vie. Chaque mur portait une trace de ses efforts. Chaque outil avait été acheté après des semaines d'économie. Chaque client fidèle était une preuve de confiance gagnée lentement. Ce lieu n'était pas seulement un commerce, c'était son identité. Le lendemain matin, il appela Élise. « J'ai pris ma décision. Silence. Je vous écoute. Je refuse. » Un léger souffle à l'autre bout de la ligne. Pas de surprise. Puis-je savoir pourquoi? Parce que si j'accepte, je ne saurai jamais si j'ai réussi par moi-même, ou grâce à vous. Il marqua une pause. Je veux construire quelque chose qui m'appartienne, même si c'est plus petit. Le silence s'étira. Puis elle répondit doucement. C'est exactement pour cette raison que je vous ai choisi. Il sourit malgré lui. Je m'en doutais. Ils convinrent de se voir une dernière fois au centre technologique. Lorsqu'il entra, l'atmosphère était différente, plus légère. Le traître avait été arrêté, les poursuites engagées, le réseau hostile démantelé. Élise l'attendait près de la grande baie vitrée. La ville s'étendait sous eux, immense, ordonnée, presque silencieuse. « Vous savez, dit-elle, beaucoup auraient accepté sans hésiter. Beaucoup n'ont pas ce que j'ai. » Elle leva un sourcil. « Et qu'avez-vous? La liberté de choisir. » Un silence chargé de respect s'installa entre eux. Elle s'approcha et posa le contrat sur la table.
Puis, sans le regarder, elle le déchira lentement. Les morceaux tombèrent dans la corbeille. Alors nous allons faire autrement. Il la regarda, intrigué. Comment ça? Vous restez indépendant. Elle sortit un second dossier, plus simple. Un accord de partenariat externe. Pas d'obligation hiérarchique, pas de contrôle direct, seulement des missions ponctuelles. Vous serez libre. Il parcourut rapidement les pages. Pourquoi? Elle soutint son regard. Parce que le respect ne s'achète pas. Ces mots résonnèrent profondément. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Elle possédait la ville, les immeubles, les tours, les centres commerciaux, mais elle ne possédait pas les consciences. Et ce qu'elle recherchait vraiment n'était pas un employé, c'était quelqu'un qu'elle ne pouvait pas acheter. Quelques semaines plus tard, la boutique d'Adam changea subtilement. Pas d'enseigne flamboyante, pas de transformation ostentatoire, mais un nouveau système sécurisé fut installé. Des équipements plus modernes apparurent. Un petit espace de consultation numérique fut aménagé. Officiellement, il avait obtenu un microcrédit pour développer son activité. Officieusement, il savait d'où venait l'investissement discret. Il n'en parla jamais, elle non plus. Un matin, alors qu'il ouvrait le rideau métallique, une voiture noire passa lentement devant la boutique. Pas la voiture menaçante d'autrefois, une berline élégante, aux vitres claires. À l'intérieur, Élise. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Pas de sourire large, juste un léger hochement de tête. Un signe silencieux. Elle poursuivit sa route. La ville continuait de tourner. Adam retourna à son comptoir. Un jeune étudiant entra, téléphone cassé à la main, l'air paniqué. « Vous pouvez le sauver ?» Adam prit l'appareil, l'examina. « On va essayer. » Il se remit au travail. Même concentration, même précision, mais quelque chose en lui avait évolué. Il n'était plus seulement un réparateur. Il avait vu l'envers du décor, les luttes invisibles, les manipulations silencieuses, les stratégies à plusieurs coups d'avance. Il avait compris que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de maîtrise, de patience, et surtout, de caractère. Le soir, il reçut un message d'Élise. Simple. « Merci ». Il répondit. De rien, aucune emphase, aucune promesse. Il n'avait pas besoin de plus. Des mois passèrent. La ville prospéra. Vernier Capital lança de nouveaux projets. La réputation d'Élise sortit renforcée du scandale. Quant à Adam, sa boutique devint une référence locale. On disait qu'il était l'homme qui ne trichait pas, celui qui refusait les raccourcis, celui qui disait non quand il fallait. Un soir d'hiver, alors qu'il fermait la boutique, il leva les yeux vers les tours illuminées au loin. Il pensa à tout ce qui aurait pu être différent. S'il avait accepté, s'il avait cédé, s'il avait eu peur, mais il comprit qu'il n'aurait pas été heureux en devenant une pièce fixe dans un échiquier qu'il ne contrôlait pas. Il préférait rester mobile, libre. Il avait réparé un téléphone sans savoir qui était sa propriétaire. Elle possédait la ville. Mais lui, il possédait quelque chose qu'aucune tour, aucun contrat, aucun empire ne pouvait acheter. Son intégrité, et peut être, plus précieuse encore, le respect sincère d'une femme qui avait appris à ne faire confiance à presque personne. La pluie recommença à tomber doucement sur la rue commerçante. La clochette tinta une dernière fois avant qu'il ne ferme. La lumière s'éteignit, et dans le silence retrouvé, une vérité demeurait. Il n'avait jamais cherché le pouvoir, mais en restant fidèle à lui-même, il avait gagné quelque chose de bien plus rare,